Voilà, c'est parti. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir en particulier aux deux Chloé et à Ronan qui vont contribuer à cette session et présenter leur parcours. Alors, pour ceux qui ne seraient pas habitués au format d'étapes, quelques petits points de rappel. Euh, les thèmes qui sont choisis pour ces différentes sessions sont choisis par un groupe d'étudiants qui, une fois l'an, se réunissent autour en particulier de Geneviève et de moi, pour réfléchir et donner leur centre d'intérêt et les domaines pour lesquels ils souhaiteraient que des alumni viennent témoigner de leur parcours et de leur parcours en lien avec la thématique. N'hésitez pas par ailleurs les uns les autres à continuer à nous faire des suggestions pour compléter la liste d'idées. Vous verrez à la fin, je vous rappellerai ce qu'il nous reste encore dans la liste que nous n'avons pas encore traité cette année et qui feront l'objet des sessions suivantes. Bien, on travaille avec une équipe d'étudiants des différents campus, les trois campus pour lesquels Centrale Lille Alumni est opérationnel, c'est-à-dire Centrale Lille bien entendu, l'IG2I à Lens et l'ITEM à Villeneuve d'Ascq également. On ne couvre pas encore l'école de chimie de Lille, puisque pour l'instant, on n'a pas fusionné les En fait, vous associations voulez me rapprocher. d'alumni, mais ça viendra un jour. Voilà, l'idée, le format permet donc d'avoir en général trois intervenants, quelquefois c'est deux, et il nous est arrivé de n'en faire qu'un sur la thématique. Chaque intervenant fait une présentation d'une dizaine de minutes. On se fait une séance de questions-réponses sur cette intervention avant de passer au suivant. Pour faciliter la discussion, le mieux est de poser vos questions dans le chat. Je reformulerai ces questions et si besoin, on demandera à l'auteur de la question de préciser s'il y a besoin ou de réagir. Voilà, et encore une fois, tous les échanges seront disponibles en replay à partir de demain normalement. Alors, Geneviève, je te laisse la parole pour présenter nos trois intervenants. D'accord. Donc, d'abord, Chloé Tissot, donc Centrale Lille 2013. Elle a fait l'option système de production. Maintenant, c'est usine 4.0. Enfin, et j'étais à l'époque responsable de cette option. Donc, moi, j'ai rencontré Chloé et j'ai pu la suivre pendant au moins 6 mois avant qu'elle parte en stage. Et puis, la filière Supply Chain Management. Et donc, actuellement, elle est Chief of Staff chez Decathlon, Great Outdoor. Alors, vous avez là, j'ai mis une photo qu'on a prise lors d'une visite à ArcelorMittal. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil pour Jean-Pierre, puisque Mon Jean-Pierre. bureau était au premier étage sur la droite, là, on le voit. Ah bon, d'accord. Bon, à Voilà. l'époque, bon, on ne savait pas, on n'est pas allé te voir. Donc, c'est Damien Gustin qui nous accompagnait. Oui. Voilà, au fond. Et puis, j'ai mis une petite flèche bleue, là. Chloé, elle est là, parmi les plus petites. Alors, donc Chloé, ben, quand elle était élève, elle a été vice-présidente de la junior entreprise, membre de l'équipe de basket sportive, et elle a obtenu son stage de fin d'études en étant correspondante de Decathlon lors du forum rencontre. Actuellement, elle est basée à Lille, mais elle a travaillé en Chine et elle a travaillé quelques années pour l'Asie du Sud-Est. Alors, je ne vais pas en dire plus. Chloé va nous raconter un peu ce qu'elle a fait depuis. Alors, je pense qu'il y a des diapos, c'est ça? Alors, on présente les trois intervenants. Oui. OK. Alors, Ronan Denoal, Centrale Lille 2001, option informatique et filière entrepreneuriat. Donc, vous allez voir, c'était déjà un grand entrepreneur à l'époque. Donc, actuellement, il est le
CEO et le cofondateur de Miles Republic Sport Tech France. Il est membre du board et il est également business angel. Alors, ce qui m'a donné comme information, donc que j'ai pas eu le temps de mettre dans les diapos, c'est qu'il était actif dans le BDS quand il était élève. Il a créé le club Red Nature, donc à l'époque, et il se demande si ce club Red Nature existe toujours. Donc, il faudrait que des élèves nous dise si ça existe toujours. Il a été président de la junior entreprise et il a créé sa première société, Hospi Media, entre la G2 et la G3. Alors, il y a toute une liste d'entreprises qu'il a créées, donc, et revendues. Donc, Ronan nous racontera ça tout à l'heure. Et puis, vous voyez, c'est un grand sportif qui fait de l'ultra trail. Euh, le 13 des Ducs de Savoie en 2017 et l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2015. Voilà, donc un grand sportif, un grand entrepreneur et un grand sportif. Il va nous raconter tout ça. Donc, troisième. Alors, Chloé Pell, Centrale Lille 2012. Elle a fait l'option informatique. Je n'ai pas d'informations sur la filière. Et actuellement, elle est administrateur sécurité informatique à la Société Générale. Mais ce qui caractérise aussi Chloé, là, c'est que c'est une très grande sportive à très haut niveau. Elle a commencé le rugby avec l'équipe des Michelines de l'école avant d'intégrer l'équipe universitaire, puis l'équipe du Stade Villeneuvois. Et elle a fait partie du BDS 2010 pendant un an. Et suite à ça, eh bien, elle est devenue joueuse professionnelle de rugby à 7 à la Fédération française de rugby pendant 10 ans. Et elle est vice-championne. Elle a été vice-championne aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc, c'est vraiment une grande sportive. Elle est aussi ambassadrice du sport en Essonne. Et maintenant, eh bien, donc, elle s'est recentrée sur ce qu'elle avait fait comme spécialité à l'école. Donc, elle nous racontera un peu comment le sport et l'informatique font bon ménage. Voilà. Donc, qui prend la parole d'abord? C'est Chloé Tissot. Très bien, bah allons-y. Bonsoir à tous et éventuellement à toutes, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de garçons dans la vision du jour, Ah, il y a une de la Manon vision quand du jour. même. Pardon? Il y a Manon. Oui, oui, il y a quelques femmes, mais beaucoup d'hommes. J'imagine que c'est le thème du jour. Je vais vous raconter un peu par rapport au thème d'abord, les métiers du sport chez Decathlon. Ça, c'est vraiment pour répondre au thème que vous avez souhaité euh, pour lequel vous avez souhaité nous inviter. Et derrière, dans un deuxième temps, je déroulerai mon parcours et mon rôle qui sont pas directement liés au, au sport en tant que tel. Donc, je voulais vraiment vous donner déjà une vision des articles des métiers qu'on peut trouver dans mon entreprise. Decathlon, normalement, en France, tout le monde connaît. C'est une entreprise de distribution d'articles de sport, mais aussi qui gère la chaîne de conception, la production et l'approvisionnement des produits sportifs. Donc, c'est plus qu'une marque de retail. Aujourd'hui, c'est près de 2000 magasins dans une soixantaine de pays, surtout Europe, Asie et dans une moindre mesure Afrique et Amérique du Nord et du Sud. Donc, en termes de métiers, on peut déjà trouver tous les métiers du retail, qui normalement intéressent un peu moins les profils d'ingénieurs, mais qui peuvent quand même intéresser. Donc vendeur, responsable de rayon, directeur de magasin, et ensuite les services, donc les fonctions centrales, direction commerciale, responsable d'un pays de distribution, communication, marketing, et sûrement beaucoup d'autres que j'oublie. Voilà, qui peuvent être exercés en France et à l'international d'ailleurs, pour ceux qui ont une appétence pour ça. Il y a plus de 80 entrepôts également, donc ça veut dire que dans une entreprise de sport, on peut faire des métiers de la logistique, beaucoup de manutentionnaires, responsables d'équipe, responsables d'entrepôt, des équipes transport pour gérer les bateaux, les camions, les trains qui transportent les produits, la douane, le dédouanement et tous les métiers qui mettent en musique la chaîne logistique, donc pas mal de gestion des ERP, des outils informatiques,
l'amélioration des processus, des choses assez proches aussi avec ce qu'on voyait en génie industriel, hein, sur l'amélioration continue, l'efficience, etc. Des sujets autour de l'économie circulaire, réparation, seconde vie, location, récupération, fin de vie, recyclage. Et ensuite, en termes de développement produit, on a ce qu'on appelle des sports en interne chez Decathlon. Donc, on couvre plus de 80 sports, foot, basket, ski, randonnée, natation, fitness, etc., etc., etc. Et donc, pour mettre à disposition tous les produits que vous pouvez trouver dans les magasins Decathlon, on a des ingénieurs développement qui développent des produits, des gens qui développent les composants des produits, les tissus, les plastiques qu'on utilise, des gens qui les testent. On a de la R&D sur le corps humain, avec une grosse activité de dépôt de brevets également, de l'innovation. Et après, sur des métiers un peu plus loin de l'ingénierie, on a des chefs de produits, de la supply chain évidemment, et des sujets de communication, marketing, direction commerciale aussi. Et après, un dernier autre gros pôle de compétences au sein de Decathlon, c'est la production, qui est sous-traitée chez nous dans plus de 50 pays, Asie évidemment, mais aussi Europe, Afrique notamment. Et donc là, il y a des métiers du sourcing, du produit fini au fil de coton, à la matière vierge, les achats, la planification de la production, la gestion des fournisseurs, l'industrialisation de nos produits, la qualité. Voilà. Et vu la taille de l'entreprise, ben, évidemment, tous les métiers liés, tous les services liés à une entreprise de cette taille, le digital, l'administratif, le développement durable, etc., etc. Je vous ai mis un lien si vous avez l'accès à la présentation vers la présentation corporate qui est bien plus complète. Et ensuite, je vais pouvoir vous parler de mon parcours à moi au sein de Decathlon. Voilà, on verra ce qui vous intéresse le plus dans les questions derrière. Donc moi, comme disait Geneviève, j'ai fait Centrale Lille, génie industriel, génie des systèmes de production à l'époque, en fin d'année, avec une mineure en supply chain management. Et j'ai eu l'opportunité d'un stage de fin d'études, moitié à Lille, moitié à Shanghai, en approvisionnement, plutôt sur ma mineure. Ce qui m'a fait rentrer chez Decathlon. Et à partir de là, je n'ai plus quitté l'entreprise et j'ai changé plutôt régulièrement de poste. Donc j'ai fait 8 ans en supply chain, d'abord en gérant l'approvisionnement d'un entrepôt situé à Singapour, basé à Lille mais avec pas mal de déplacements. J'ai ensuite été embarquée dans des projets d'expansion d'entreprise pour travailler à l'ouverture des premiers magasins de la Thaïlande, de la Malaisie, de Singapour, toujours sur des problématiques d'approvisionnement, d'achat de stock aux fournisseurs et de livraison des magasins, d'algorithmes de réapprovisionnement des magasins. Après ça, j'ai eu un poste de référente métier sur l'approvisionnement au sein de Decathlon, pour l'Europe en priorité, toujours basée à Lille. Et en 2020, après avoir géré les soubresauts causés par le Covid sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, donc ça c'était une période fort intéressante, je dirais, de pouvoir gérer cette exception, cette pandémie mondiale. J'ai passé 3 ans en Haute-Savoie sur le site de conception des sports de montagne, donc randonnée, trek, ski et autres sports d'hiver. Et j'avais un 50-50, 50% responsable d'approvisionnement pour la marque Forclaz, donc la marque des produits de trek, et donc en charge de faire les prévisions de vente, les achats, la répartition de stock, et de garantir l'équilibre économique aussi le business plan de l'entité. Et 50% sur des sujets de développement durable en lien avec l'approvisionnement. Donc, j'ai travaillé sur la relocalisation de prod de l'Asie vers l'Europe, un sujet autour de la location courte durée de produits de trek. Et ensuite, je vais m'interrompre juste un enfant, parce que j'ai un enfant qui est en train de m'embêter. Donc, je vais juste lui dire de sortir un instant. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, je reprends. Il voulait pas comprendre. Donc, responsable d'approvisionnement et mission sur le développement durable. Et ça m'a fait basculer en 2022 sur la gestion d'une étude
la co-gestion d'une étude avec un collègue plus spécialisé en développement durable, quand moi j'avais le penchant plutôt business de l'étude, sur une question qui était: peut-on concilier croissance économique et respect des accords de Paris, donc décroissance absolue des émissions CO2 d'une entreprise, de Decathlon. Et voilà, ce projet a été extrêmement intéressant et personnel comme professionnel. C'est une question qu'on n'avait pas encore abordée. Alors, il y a le micro qui est ouvert. Je vais essayer de couper. Non, je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui Si a un quelqu'un peut couper le micro de Eric. Merci. Euh, c'est une question que personne n'avait abordée, aucune entreprise, en tout cas française, n'avait abordée de façon holistique. Et ça a été un moment très intéressant qui m'a fait basculer une partie d'une spécialité en approvisionnement à des travaux sur la stratégie d'entreprise. Et donc, à la suite de ça, j'ai pris un poste de ce qu'on appelle Chief of Staff. En français, on pourrait traduire par chef de cabinet, auprès du responsable des sports de plein air, donc sport d'eau, sport de randonnée, ski, chasse et pêche également, pour accompagner la stratégie de cette entité qui représente 40% d'activité de Decathlon, qui est un gros périmètre. Et voilà, donc je traite différents sujets en fonction des priorités du moment, qui peut aller de le dimensionnement, création d'une nouvelle marque à des sujets d'expansion géographique, des sujets de développement durable ou bien encore d'efficience de l'entité. Voilà. Donc globalement, j'ai 2 tiers de mon temps qui est sur des sujets de stratégie et 1 tiers sur de l'organisation de l'entité à laquelle j'appartiens et qui couvre 700 collaborateurs à peu près en France. Et dernière slide, si tu veux bien, Jean-Pierre. Merci. J'ai fait un petit slide sur les apports de la formation centralienne pour mon parcours. Très clairement, les connaissances techniques multidomaines qu'on acquiert en classe prépa, puis notamment les 2 premières années de centrale sont essentielles. Ça permet d'appréhender rapidement des sujets très variés. Vous avez vu de l'approvisionnement, du développement durable, de stratégie d'entreprise, gestion, etc. La capacité de monter donc en compétences rapides était très adaptable. Moi, je retiens aussi très fortement l'expérience associative à Centrale, et notamment dans mon cas, la junior entreprise, qui m'a confrontée à des notions de management, de stratégie, et peut-être des compétences plus typées école de commerce. Et j'ai mis à moitié pour la blague la capacité à créer des PowerPoint, autrement dit, à gérer et le fond, le contenu, le fond, et à savoir le présenter d'une façon qui soit adaptée à l'auditoire, et donc de pouvoir réellement faire passer des messages et faire prendre des décisions. En tout cas, il y a 10 ans, quand j'étais à l'école, on en rigolait pas mal de ce besoin parfois de faire des PowerPoint, des présentations slides, ou je sais pas ce qui se fait actuellement. C'est une vraie force en entreprise de savoir maîtriser aussi bien le fond que la forme. Voilà pour moi. J'espère avoir respecté mes 10 minutes. Donc, je sais pas si on passe aux questions ou si on enchaîne avec quelqu'un d'autre. On passe aux questions. Donc, vous avez le chat à disposition. En tout cas, en attendant que les questions arrivent, voilà un parcours intéressant, et je pense que c'est typique de beaucoup de parcours d'ingénieurs avec une variété de postes. Il n'y a rien de complètement linéaire, mais il y a toujours un lien entre ces différentes étapes. Et je pense que c'est effectivement une force de nos écoles de nous préparer à pouvoir s'adapter à chaque fois, à pouvoir changer de domaine et élargir, augmenter ses compétences comme tu l'as fort bien dit. Alors, une question de Tom. Est-ce que travailler dans le domaine du sport était une motivation initiale pour toi, ou Decathlon a été une opportunité et vous avez apprécié le domaine et vous avez continué? Alors, moi, à la base, je faisais la gestion de production et en majeur, et c'est plutôt ce qui m'intéressait. J'avais envie de plutôt travailler dans le milieu industriel, en usine. Et la question qui s'est posée en fin de G3, c'est que je devais faire mon stage de 3 mois à l'époque à l'international pour aider mon diplôme. Et faire 3 mois en usine à l'étranger, c'est un petit peu compliqué pour des raisons de langue. On parle rarement la langue du pays et c'est indispensable quand on est en usine sur le terrain. Et donc cette opportunité de Décathlon était plutôt quelque chose que j'ai vu comme une opportunité sympa. Je suis sportive,
Je pratiquais le basket, le ski, etc. Je me suis dit, tiens, le retail, franchement, c'était pas mon, mon envie. J'avais pas fait ingénieur pour finir dans le retail. Et pour autant, en arrivant à Lille, j'ai découvert cette entreprise, entre autres, toute la galaxie des entreprises Mullier, que je connaissais pas vraiment, et la richesse des métiers. Donc j'ai pris le stage qui était super intéressant. Et en fait, bah, de fil en aiguille, j'ai eu des tonnes d'opportunités vraiment challengeantes, avec des défis à relever, travail sur plusieurs géographies différentes. Bon, voilà, ça m'a toujours enrichi et je m'y projette encore aujourd'hui longtemps parce qu'il y a vraiment une richesse de métiers assez fort, assez folle, de lieux de travail, d'équipe. Donc c'était une opportunité et j'ai vraiment apprécié l'état d'esprit et la culture et puis de bosser en fait dans cette entreprise de sport. Donc j'ai continué. Alors, je précise que les muliers dont parle Chloé, c'est avec un Z. Moi, j'ai pas de Z. Je suis pas de la famille. Voilà, j'imagine que justement par rapport à toute cette diversité, le poste que tu as actuellement, Chief of Staff, en anglais on dirait, je pense, Executive Assistant, est un poste extrêmement large qui permet d'avoir une vue très globale sur ou toute l'entreprise ou au moins un gros secteur de l'entreprise, comme tu l'as dit. Bah c'est ça, ce sont des sujets variés en fait. Je sors d'entretien annuel. Euh, Compliqué de faire une fiche mission en sachant précisément ce qu'on va faire dans l'année. Et pour autant, mon rôle, c'est de pouvoir défricher les sujets nouveaux qui arrivent pour voir comment les adresser, quelle équipe va les prendre en charge, quel budget il faut immobiliser, sur quelle timeline, sur quelle durée et pour quel résultat. Donc, c'est vraiment cadrer en amont, s'assurer qu'on peut structurer, donner un contexte favorable à des équipes pour mener à bien le sujet et ensuite laisser vivre, euh, laisser vivre le sujet. Donc, ouais, c'est d'une énorme richesse. Alors une question d'Arthur de l'IG2I qui va s'adresser à tout le monde. Donc je crois que l'autre Chloé et Ronan, vous pouvez vous préparer à la réponse par la suite. Quelle place devrait avoir le sport au sein de l'Institut? Ben, moi, mon point de vue, c'est qu'après 2 ans 2 ou 3 ans de classe préparatoire pour la majorité des gens qui sont passés par l'école centrale de Lille, c'est plutôt salutaire de pouvoir reprendre une activité sportive. Moi, je trouve ça ultra sain et je pense que personne va dire le contraire vu le thème du jour. Euh, mais voilà, pas plus d'opinion que ça, à part qu'il doit être présent. C'est bon pour l'équilibre mental des personnes. Bien, n'hésitez pas à poser vos questions les uns et les autres. Moi, j'en ai une, tu as parlé plusieurs fois et tu as eu plusieurs étapes dans ta carrière liées à l'économie circulaire, au développement durable, etc. Euh, c'est vrai que dans tous les sujets qu'on traite, on retrouve cette dimension. Tu as vraiment l'impression ou la certitude que ces dimensions-là sont réellement prises en compte par les entreprises maintenant. Et pour la petite histoire, le mois dernier, en décembre, dans le table de décembre, on a eu une intervention de Benoît Gourlet de la Virgule, qui est fournisseur de Decathlon, justement, avec des produits d'upcycling, comme il l'appelle. Oui, tout à fait. C'est un ancien. Il a travaillé chez Decathlon aussi avant de Oui. lancer la virgule. Moi, alors, les sujets environnementaux, ils m'ont déjà touché à titre personnel à la base. Quand sont arrivés les accords de Paris en 2015, moi, j'étais au début de ma carrière professionnelle. C'est des sujets qui me touchaient fort à titre personnel et j'ai creusé peu à peu pour voir je pouvais travailler ça dans mon milieu professionnel. Et il y a pas mal de personnes chez Decathlon qui se posaient ces questions sur comment réduire d'abord l'impact de nos produits, qui sont le gros de l'impact environnemental d'une entreprise de ce type-là, c'est la matière première euh, qu'on extrait et qu'on transforme pour en faire des produits finis. Et donc, pas mal de gens ont commencé à bosser sur ces sujets-là. Il y a eu de la structuration aussi des services de développement durable. Et, euh, et en fait, en 2022, grâce au changement de direction générale de l'entreprise, la nouvelle dirigeante était très sensible à ces sujets-là et a voulu qu'on pose une stratégie sur laquelle j'ai travaillé au Global Group. Et donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'indicateur carbone qui est traité.
on va dire en théorie, au même niveau que l'indicateur économique. Donc on traite les émissions de CO2 au même titre que les émissions, que les résultats économiques, le chiffre d'affaires, etc. Ce qui est assez exceptionnel, hein. Moi, je rencontre pas mal d'entreprises en externe qui voudraient, où les collaborateurs voudraient arriver à ça. Nous, on l'a fait, on est plutôt précurseurs, et pour autant, le chemin est loin d'être terminé parce que, en fait, au début, c'est facile de réduire son empreinte économique, son empreinte environnementale, c'est de l'amélioration continue. Et puis, il arrive un moment où, quand on continue sur le même modèle où extractionniste, on extrait de la matière pour en faire quelque chose qu'on va finir par jeter en bout de chaîne, même si on fait un peu de circularité au milieu. En fait, l'équation tient plus, mathématiquement parlant. Et donc, il faut se reposer la question du business model, du modèle même de l'entreprise. Et ça vaut pour Decathlon et ça vaut pour 90% des entreprises. En gros, en dehors des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et donc, c'est remuant parce que ça met en risque l'entreprise. À la fois, c'est une opportunité, il y a des attentes des consommateurs, mais elles ne sont pas toujours suivies d'actes. On sait que c'est nécessaire parce qu'à un moment ou à un autre, les effets du changement climatique seront de plus en plus critiques et coûteux pour l'entreprise. Covid était un premier aperçu, les inondations à Valence, les feux de forêt à Los Angeles. De toute façon, tous les 3 mois maintenant, on peut sortir des gros événements mondiaux. Mais pour autant, ça veut dire revoir de fond en comble les façons de faire, revoir de fond en comble les apprentissages qu'on a tous fait à l'école. Alors peut-être que les apprentissages ont évolué depuis, mais moi je suis sortie d'école donc il y a 10 ans, on ne parlait pas de développement durable, on n'a pas ces compétences-là. Ça remet en question pas mal de basiques sur la gestion économique des entreprises. Et voilà, c'est essentiel. Je pense que moi, je rencontre plus grand monde qui ne pense pas que c'est essentiel, mais le chemin pour y aller, il n'est pas éclairé. Il faut chercher, il faut expérimenter, il faut gérer le risque entre trouver la solution et mettre en danger une entreprise, qui dans notre cas, c'est 100 000 collaborateurs. Donc, pas tellement envie de licencier autant de personnes partout dans le monde. Donc, ouais, c'est un enjeu majeur. Et pour autant, c'est un combat quotidien entre, on va dire, ancien monde, nouveau monde, comment on trouve le bon chemin. Et pour moi, c'est mon quotidien, c'est un enjeu essentiel au plus haut niveau dans mes décisions quotidiennes. Dans les facteurs qui influent sur l'empreinte carbone, tu n'as pas cité le transport. Et j'imagine que pour une entreprise comme Decathlon, le facteur transport avec une bonne partie de la production qui est dans des pays assez éloignés, asiatiques en particulier, tel que tu l'as dit tout à l'heure, ça doit être un vrai sujet. Non, ce n'est pas. C'est une idée préconçue qu'ont les gens. L'empreinte carbone du transport chez Decathlon, c'est 2%. Ah bon? Voilà. Ah oui. Le gros de l'empreinte, c'est les produits, 80%. Et le deuxième gros de l'empreinte carbone, c'est le transport des clients qui doivent se rendre dans les magasins en zone commerciale, donc souvent en voiture. Le transport en bateau, ça a d'autres effets sur d'autres émissions, le cycle de l'eau, enfin, mais c'est pas un enjeu CO2. C'est une précision importante parce que là, effectivement, j'étais de ceux qui étaient dans les schémas préconçus. Oui. Une question de Félix. Le fait de travailler dans le domaine du sport permet-il de lui donner une place plus importante dans sa vie perso? Alors, je vais juste faire la réponse pour Decathlon, hein, parce que je ne peux pas dire pour les autres. Évidemment, nous, c'est dans la culture d'entreprise. C'est vu comme nécessaire pour l'équilibre des personnes, le mental, le bien-être, les risques de burn-out. C'est, on n'a pas d'énormes facilités pour le pratiquer. On n'a pas des tonnes de cours de sport gratuits, salles de sport à disposition, etc. Par contre, on a du temps pour le pratiquer dans le sens où il est très bien vu de prendre 2 heures de pause entre 12 et 14 heures, notamment le midi, pour aller pratiquer son sport. Voilà. Il y a toutes les réunions d'équipe incluent un temps de pratique sportive, convivialité. Voilà, les gens pratiquent ensemble entre 12 et 14 et c'est pas un problème et personne ne dira jamais, prendra jamais de remarque pour être parti à midi et le revenu à 14 heures pour être allé faire du sport. Tout ce que je peux dire là-dessus. Mais je crois qu'à l'inverse, les recrutements se font aussi par rapport à la pratique du sport, non? Euh, Et donc, alors, derrière, on dans le poursuit. l'immense majorité des cas, si on accepte les compétences très pointues, là où ça peut s'éviter, on souhaite des gens qui soient actifs. C'est pas une histoire de niveau. On veut pas des champions,
des performeurs, quoi que ce soit. On veut des gens qui ont le sens de l'activité physique et qui ont une culture sport, parce qu'en fait, tout simplement, c'est les choses dont on discute à la machine à café aussi, hein. C'est les activités qu'on pratique ensemble au quotidien. Je vous fais le parallèle, moi j'ai des copains qui bossent évidemment en société de services informatiques. Bah, eux, ils parlent de jeux vidéo et entre midi et deux, ils font des jeux de société. Ça existe évidemment chez Decathlon, hein, il y a pas de, on n'est pas des clones, mais le point commun qui nous relie tous, c'est la pratique de certains sports d'une façon ou d'une autre. Voilà. Après, et la diversité, hein, je rigolais récemment avec une collègue, les gens qui pratiquent les sports outdoor, qui vont faire de la rando, qui sortent, ils ont un peu de mal à s'entendre avec les gens qui font du crossfit, du fitness, etc. C'est pas la même culture, mais on a cette culture de l'activité physique. Ouais. Pas de la perf, mais de l'activité physique. Alexandre qui demande s'il existe des passerelles et des opportunités de carrière entre les différentes sociétés de la galaxie Mullier. Hum, Pas établi. Évidemment, c'est plus simple. Moi, je vois beaucoup de gens qui passent d'un côté à l'autre parce que c'est la même culture familiale, c'est la même culture d'entreprise. Mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas organisé, c'est pas institutionnalisé. Il y a quelques hauts dirigeants qui peuvent passer d'un côté à l'autre dans des évolutions de carrière, mais non, pas de passerelle organisée là-dessus. Si ce n'est le fait que quand on est à Lille, en fait, comme les Muliers sont un énorme employeur de la région, ben, c'est un gros bassin de recrutement pour quelqu'un qui cherche un poste. Arsène, à propos d'impact de la production des produits, j'ai justement vu apparaître récemment chez Decathlon les mentions éco-conçus et autres. J'étais curieux de savoir ce que cela signifie. C'est un label qu'on s'est auto-imposé pour justement travailler cette logique de réduction de l'empreinte carbone. C'est pas mon domaine d'expertise, donc j'ai pas les règles exactes, mais globalement, pour qu'on s'autorise une mention éco-conçue, il faut que le produit soit 10% moins impactant à minima que le modèle équivalent qui remplace, ou qu'un modèle qui n'aurait pas bénéficié d'actions d'éco-conception. Donc c'est par exemple utiliser de l'aluminium recyclé versus de l'aluminium vierge, c'est faire ce qu'on appelle du minimal waste design, donc faire des patrons de vêtements qui évitent les chutes de production. C'est faire de la teinture. La teinture, c'est une partie du process qui est très polluante. C'est faire des méthodes de teinture qui emploient moins de matières chimiques, qui demandent moins d'énergie. Enfin, voilà, c'est avoir ce type d'action-là. Ou un autre critère, c'est d'avoir des produits qui soient à X% réparables. De travailler sur l'allongement de la durée de vie, sur la réparabilité. Voilà, je pense que sur le site que j'ai vu tout à l'heure, il peut y avoir ce genre de détails-là, mais c'est l'état d'esprit en tout cas. Je pense que comme je suis le gardien du temps, je Oui. pense qu'il y a le temps pour une dernière question et puis on passera la parole à un autre intervenant. Qu'est-ce que tu fais après? Oui. Qu'est-ce que je fais après, moi? Next. Eh bien, moi, en août 2025, je pars un an en congé sabbatique avec le petit garçon qui faisait le bazar derrière moi et son papa. Ah oui, c'est donc, oui. Voilà, pendant un an. Et ensuite, je compte bien revenir chez Decathlon pour continuer à travailler. Moi, ma, mon- ma motivation chez Decathlon, c'est de travailler à baisser l'impact environnemental de l'entreprise, idéalement améliorer l'impact sociétal. Et pour l'instant, je crois encore que il vaut mieux gagner 1% d'impact dans une boîte qui génère, on sort 1 milliard de quantité par an à peu près. Il vaut mieux gagner 1% d'impact sur une boîte de cette ampleur-là et potentiellement emmener d'autres personnes de l'industrie derrière plutôt que de basculer sur un modèle 100% vertueux mais qui toucherait bien moins de personnes. Bien, merci Chloé. On te Merci pour les questions. souhaite le meilleur pour cette future année sabbatique et d'ici Merci. pour ton poste actuel qui, j'imagine, doit être passionnant. Tu es la bienvenue, Chloé, pour intervenir après, poser des questions ou faire des compléments sur les autres interventions, bien entendu. Très bien. Ronan, Oui, bon, vous m'entendez? J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi, parce que je suis dans un lieu où il y a un petit peu de bruit. Vous me dites si c'est trop compliqué. Euh,
Bah, en tout cas, ravi d'être avec vous ce soir. J'étais en train de calculer, moi, ça fait 23 ans que je suis sorti de l'école, en fait. Ça fait un petit moment que je n'avais pas calculé. Alors, je vais essayer de faire un peu un condensé de ce que j'ai fait jusque-là, et surtout, je pense, parler de ma boîte dans le sport, parce que c'est aussi une manière pour moi aujourd'hui de pouvoir faire converger le sport qui m'a toujours suivi, et puis un business qui, du coup, est très intéressant. Euh, moi, j'ai Moi, en école d'ingénieur, je suis rentré pour faire des ponts. C'est ça qui m'intéressait à l'époque. Et finalement, j'ai découvert Internet parce que voilà, je sais qu'il y a des gens beaucoup plus jeunes là, mais c'est vrai que en 2000-2001, c'était un peu encore le début d'Internet. Et j'ai découvert un truc complètement nouveau et j'avais regardé de près. Mais en école d'ingénieur, moi, j'ai du mal à trouver ma voie à l'époque. J'ai failli abandonner l'école d'ailleurs, pour cette histoire, parce que j'avais très envie de pouvoir faire plus de sport. Ça rejoint la question tout à l'heure qui était posée. Est-ce que le sport doit être plus important? Il n'y a pas de sport à central, parce on en faisait pas mal, on pourrait en faire quand même beaucoup si on voulait. Dans mon métier. Et en fait, notamment, j'étais très très intéressé par la partie montagne, haute montagne, et je suis parti pendant quelques semaines à Chamonix. Il y a une école qui forme les guides de haute montagne, avec l'idée de devenir guide de haute montagne. Et je parle de ça parce que c'est pas du tout anodin, parce qu'à l'époque, il y avait un directeur de l'école qui s'appelle Jean-Claude Gentina, qui a été directeur de l'école pendant assez longtemps, et qui m'a reçu pour savoir pourquoi est-ce que j'étais prêt à quitter l'école. C'est lui qui, je pense, c'est un peu grâce à lui quand même, que je suis devenu entrepreneur, puisque lui, à l'école, m'a dit, je peux comprendre que vous ne trouviez pas forcément, enfin, vous faites beaucoup de choses différentes dans l'école, c'est vrai que c'est pluridisciplinaire, et il m'a dit, sortez un peu de l'école, allez voir ce qui se passe à côté. Et ça sont une manière de trouver votre voie, parce qu'à l'époque, j'étais un peu paumé pour savoir vraiment ce que je voulais faire. Et finalement, donc, je la fais courte, mais j'ai pas passé ce concours de guide de haute montagne. Mes parents m'ont dit, bah, passe d'abord ton diplôme d'ingénieur et passe le concours de guide après, ce qui sera peut-être pas bête. Ce que j'ai pas fait, parce que finalement, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. En fait, moi, je suis sorti réellement de l'école. Je faisais du sport, j'allais en cours, mais à côté, j'ai essayé d'aller rencontrer des gens qui étaient déjà dans la vie active. Et j'ai rencontré une personne qui était entrepreneur. Et c'est lui qui m'a. Et là, je me suis dit, ça a l'air vraiment bien ce qu'il fait. Et c'est avec lui qu'en fait, on a créé donc quelqu'un qui était un peu plus âgé que moi, qui avait 5 6 ans de plus, qui était pas du tout central, hein, vraiment un autre cursus. Et c'est avec lui qu'on a créé la première boîte Hospimedia, parce que l'idée était de lui. Et moi, à l'époque, j'étais un peu le tech guy, on va dire, de l'équipe fondatrice de cette boîte-là. Et c'est comme ça qu'est démarré sur les bancs de l'école pendant mon TG. C'est à ce moment-là que vraiment on a commencé à travailler sur cette boîte-là. Enfin, on l'a créée, bah, elle était TG2. Et alors, ça m'a occupé quand même 15 ans, cette boîte. C'est devenu Groupe Hospimedia. C'est des activités dans le digital, dans le domaine de la santé. On avait démarré par un média à destination des professionnels de santé, tous ceux qui travaillent, qui sont directeurs d'hôpitaux, directeurs de cliniques, enfin, qui pilotent globalement une structure de soins. Et on apportait, les métiers de ce média, on apportait de l'information qui leur permettait de savoir ce qui se passait d'un point de vue économique, réglementaire. C'était un peu tous les sujets chiants et pénibles de l'hôpital. Cette boîte-là, on l'a bien développée et on a lancé plusieurs activités au sein de cette boîte-là, notamment deux autres après ce média. On s'est lancé le recrutement en ligne. C'était les débuts du recrutement en ligne à l'époque. Était très fort en France, des cadres emploi, des monsters qui n'existent plus, je pense, maintenant. LinkedIn que vous utilisez bien, puis LinkedIn est arrivé après. On s'est lancé dessus et on s'est également lancé sur des outils de data intelligence pour aider tous les professionnels de santé à mieux piloter leurs. Donc ça a été ma première aventure qui m'a formé à tout à l'entrepreneuriat. Cette boîte-là, on l'a revendue en 2016. On était une petite centaine dans la boîte. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait une petite pause. J'ai réfléchi à la suite. J'ai commencé à investir dans des boîtes. Donc, c'est cette posture aussi de business angel que j'aime beaucoup. J'aime bien cette idée de pouvoir investir du coup mon argent personnel dans les aventures d'entrepreneurs qui ont des idées incroyables que je n'aurais jamais eues. Voilà, je reste très, très investi dans le secteur de l'entrepreneuriat. Et en fait, j'avais mon premier ticket de business angel, je l'ai mis dans une société qui avait été créée par des anciens de Centrale Lille, qui étaient sortis d'école 1 ou 2 ans avant moi.
qui avait lancé une boîte que peut-être certains connaissent, qui a été revendue depuis. C'était une société qui s'appelle Avolute, qui avait sorti une technologie de son 3D au domaine du jeu vidéo. C'est très, très tech. C'est un projet de G1G2 à l'époque. Je ne sais pas si ces projets existent toujours, mais à l'époque, c'était un projet G1G2 qui est devenu une entreprise. Et moi, j'ai rejoint cette entreprise-là en tant qu'investisseur et puis en tant que CEO de la boîte pendant 2 ans. On est parti s'installer aux États-Unis avec le fondateur pendant quelques mois. Et l'idée, c'était de voir ce qu'on faisait là-dessus de la boîte. La boîte était déjà extrêmement bien lancée, était présente en France ici. Elle est toujours à Villeneuve-d'Ascq, hein. Il y a tous les ans, je pense, des diplômés de l'école qui rejoignent cette boîte-là, mais également à Singapour et à Taïwan. Voilà, et donc moi j'ai fait une partie de l'aventure avec eux, finalement, la fin de l'aventure avec eux, jusqu'à la revente. Et cette boîte-là a été revendue à SteelSeries en 2020. SteelSeries, qui est un gros fabricant de casques de jeux vidéo, de souris pour les gamers, etc. Et là, ça me s'est posé à moi la question de qu'est-ce que je fais après? Et là, c'est là que le sport est revenu. Et je me suis dit, moi, ce que je sais faire, c'est entreprendre. Et c'est vrai que le sport m'attirait. Je me dis, c'est vrai que autant essayer d'aller rejoindre ce que je sais faire, le sport, le digital, finalement, la tech, euh, et puis le sport. Et moi, j'ai toujours pratiqué le sport, alors pas à ultra haut niveau comme Chloé elle pourra nous en parler après, mais voilà, je fais beaucoup d'athlètes petits. J'ai pas fait d'équipe de France, mais j'ai pu faire quelques bons résultats. Mais ça m'a construit en tant que, on va dire, jeune homme, et j'en ai toujours fait du sport. Et ça m'avait permis d'identifier un problème sur ce marché. Euh, et c'est comme ça qu'est l'idée de Miles Republic, où finalement je trouvais que l'univers de toutes ces courses où on s'inscrit, c'est des courses de masse, ces courses où on accroche fièrement un dossard, hein. Donc là, on parle de la course à pied, du triathlon, du vélo, toutes ces courses qu'on peut trouver un peu partout. Il y en a des très connues, hein, le marathon de Paris, des Ironman, des choses comme ça, qui sont des courses très connues. Mais en réalité, il y a des courses un peu partout dans le monde. C'est 500 000 courses, hein, dans le monde. C'est vraiment un gros secteur qui est très booming en ce moment. Il a fait 30% de croissance l'année dernière. Et néanmoins, donc, il y a une demande très forte probablement des amateurs, des sportifs amateurs pour participer à ces courses-là. Mais l'accès à ces courses-là est encore loin d'être ultra bien digitalisé. Nous, c'est là-dessus qu'on travaille avec Miles Republic. Et donc, on a créé ce qu'on appelle une marketplace, comme peut l'être un Booking.com dans les hôtels, ou un Airbnb, ou un The Fork pour trouver un restaurant. Et donc, on apporte de la visibilité pour les organisateurs de courses pour pouvoir capter plus de gens qui vont s'inscrire à leur course à la fin. On leur apporte tous les outils, c'est du logiciel que nous on va appeler du SaaS, qui va leur permettre de pouvoir mieux gérer leur événement. On va gérer toute la relation avec les participants, faire en sorte à la fin que leur événement soit un succès, tout simplement. C'est ça qu'on fait. Et donc, moi, ça m'a mis de mettre le pied dans l'univers du sport que je connaissais pas forcément sous un autre volet jusque-là, pas sous l'angle économique ou entrepreneurial. Et je dois dire que c'est un univers qui est assez passionnant parce que moi, j'ai créé la boîte un petit peu avant les Jeux Olympiques de Paris. Et donc, effectivement, il y avait une petite effervescence qui est clairement en train de retomber en ce moment. Donc, ça, on peut en reparler. Mais ça a créé une grosse effervescence. Euh, et euh, et aujourd'hui, pour parler justement de cet univers du sport, c'est un univers dans lequel il y a comme un paquet d'opportunités un peu partout, je trouve. Opportunités évidemment donc là je vais parler plutôt selon l'entrepreneurial, mais clairement la pratique, elle est en train de se développer très fort partout dans le monde, hein. Il y a des zones qui étaient moins pratiquantes, et qui maintenant accèdent à des niveaux de vie un peu plus élevés. Et donc, globalement, c'est le monde entier, en tout cas pour ce qui nous concerne, le monde entier court, le monde entier nage, le monde entier roule. Donc, c'est vraiment un univers passionnant. Et on a juste, notamment, j'ai participé à la structuration je vais peut-être m'arrêter là après, j'ai participé à la structuration de Sportec France. C'est intéressant, c'est un collectif qui regroupe des 150 startups en France, que françaises, ou quasiment que françaises. Et l'objectif, c'était de pouvoir peser dans le débat public, de faire en sorte aussi, on parle souvent d'héritage des Jeux Olympiques, de faire en sorte qu'après ces JO à Paris, que moi je l'aurais connu aussi en tant qu'entrepreneur et que je ne reconnaîtrais sans doute pas de mon vivant, qu'on sorte avec un héritage. Donc l'héritage, souvent, on aime bien dire, est-ce que les gens vont pratiquer plus de sport en France? Ça peut faire partie de l'héritage. Est-ce que les sites olympiques qui ont été construits, ils vont pas tomber à l'abandon? Ça fait partie de l'héritage. Et alors nous, on a beaucoup travaillé avec Sportec France sur l'héritage économique. Comment faire en sorte que on sorte avec un écosystème, comme on dit,
un univers d'entreprises qui travaillent dans le monde du sport, petites, comme les startups, plus grandes. Il y en a des très grandes, on parlait de Decathlon à l'instant, mais il y a aussi des très belles ETI, des entreprises de taille intermédiaire, qui font des trucs assez incroyables partout dans le monde. Comment est-ce que cet écosystème, bah, il peut sortir mieux structuré, plus fort, notamment pour être capable de s'exporter encore plus fort que ce qu'il le fait aujourd'hui, être plus fort à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est un énorme atout pour toutes ces boîtes françaises d'avoir les JO, parce que les JO ont été clairement un vrai succès, y compris dans la visibilité économique pour ces boîtes. Et les JO ont été tout court un succès. Et il y a un savoir-faire français qui est de fait, qui est là, qui va peut-être petit à petit s'évanouir, mais en tout cas qui en ce moment est très fortement reconnu dans le monde parce qu'on a réussi à tout niveau à faire de ces jeux un grand succès. Donc voilà, donc c'est un univers, je pense que moi ça me rappelle, le sport, ça me rappelle un petit peu, d'un point de vue technologique, ça me rappelle un petit peu la santé quand j'ai démarré au Spimedia, donc c'était il y a plus de 20 ans. Je ne veux pas dire que le sport est 20 ans en arrière, mais en France, c'est vrai que c'était pas jusque-là un univers qui était reconnu en tant que tel, comme comme une vraie, comme un vrai secteur d'activité. Voilà, on peut parler de l'industrie, on peut parler de plein d'univers. Bah, le sport est quelque chose qui est un peu entre, voilà, c'est un peu évanoui entre plein de choses. Euh, et donc, bah, nous, c'est aussi là-dessus qu'on essaie de travailler très fort. Ouais, je vais peut-être m'arrêter là, c'est peut-être laisser la place aux questions pour tenir le timing. Allez-y pour les questions, les uns les autres. Sur le point que tu viens de citer, donc avec Sportec France, tu peux donner des exemples de projets. Est-ce qu'il y a des projets concrets qui émergent de cette réflexion? Et est-ce que tu as des exemples? Ouais, on a travaillé beaucoup avec la ministre Amélie Oudéa-Castéra, qui était la ministre des Sports, hein, qui était en poste au moment notamment des Jeux Olympiques, et qui a fait un mandat assez long. Les suivants, pour l'instant, sont sur des mandats beaucoup plus courts, malheureusement pour eux. Et en fait, est sortie du travail, donc elle nous a sollicité en tant que collectif pour lui amener des idées. Elle a joué le jeu, on a joué le jeu évidemment très fort. Et sorti de ça, des choses qui sont très très utiles pour les startups. Je vais prendre deux exemples est sorti de ça au sein de la BPI. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas la BPI, mais c'est la Banque publique d'investissement. La Banque publique d'investissement, c'est assez clé hein, dans l'innovation en France, pas que pour les startups, y compris les grands groupes, pour financer globalement l'innovation. Au sein de BPI France, maintenant, il y a des gens qui travaillent en particulier sur cette verticale sport. Ça, c'est quelque chose de nouveau, avec des fonds d'investissement dédiés au sport qui vont sortir. Euh, il y a eu également, toujours au sein de BPI, un accélérateur. Un accélérateur, c'est une structure, hein, c'est un programme qui permet de prendre des boîtes qui ont déjà démarré, qui ont déjà réussi à avoir une activité, on va dire, économique, mais de pouvoir les accélérer pour en faire des champions. Donc, il y a ce programme d'accélération qui est financé par le ministère des Sports qui également est sorti de terre. Et après, il y a pas mal de choses qui sont faites également avec Business France. Alors, Business France, je pense que plein de gens ne connaissent pas, mais c'est l'agence nationale en France qui aide les boîtes françaises à faire de l'export, probablement, pour faire simple. Peuvent accompagner des boîtes de toute taille, hein, petites, grosses, très grosses, à identifier des opportunités de marché dans des pays. C'est pas tout bien les États-Unis, des marchés très installés comme ça, mais ça peut être aussi des marchés émergents. Donc voilà, il y a pas mal de choses très, très concrètes, effectivement, Jean-Pierre, qui sont sorties déjà de ce collectif. Question attends, que je regarde. Question de Félix. Quelle était votre guide, votre ligne directrice dans votre carrière en tant qu'entrepreneur? Je pense que pour moi, l'entrepreneur, ma seule ligne directrice, c'est que j'aime bien faire des choses from scratch, de zéro. Je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, avant tout, qui fait. Hein. On fait beaucoup de choses. Et moi, je pense que c'est pour ça que je suis resté entrepreneur et que quand j'ai vendu ma première boîte, on m'a proposé, le groupe qui m'a racheté m'a proposé un job hein, au sein du groupe. L'idée, c'était de porter toute l'innovation c'est un groupe d'assurance hein, qui a racheté un peu ma boîte. C'était 4000 personnes. Et on me proposait, ce que peut-être plein de gens auraient accepté, de pouvoir piloter toute l'innovation du groupe. Ben moi, j'ai refusé parce que je pense que je suis pas fait je suis plus fait pour être dans un grand groupe, je pense. Et en tout cas, j'en ai bien conscience. Et donc, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment, j'aime bien cette idée de résoudre des problèmes. Et je pense que l'entrepreneur est quelqu'un qui résout des problèmes, parce qu'il faut s'attaquer à des vrais sujets qui sont des vrais problèmes, sinon
vous allez développer une activité qui n'aura sans doute pas beaucoup d'intérêt économique. Enfin, elle y a sans doute pas. Et donc, moi, je me suis laissé un peu porter et j'accepte par les opportunités qui se présentent. Euh, et et l'autre fil conducteur, et c'est un peu né aussi pendant les études, je pense que j'avais une recherche de liberté absolue assez forte déjà à l'école. Et je pense que l'entrepreneur, même si c'est pas simple, hein, je ne veux pas dire que que c'est un job facile, entre guillemets, mais l'entrepreneur, quelque part, on a pas mal en main les cartes, en tout cas, pour aller choisir les directions dans lesquelles on doit aller, qu'il faut assumer après. Voilà, et cette ligne directrice de la liberté a toujours été, enfin, que moi, je l'ai pris comme une ligne directrice pour ma carrière. Merci. Question de Shafik. Merci pour la présentation. Et la question, comment Miles Republic fait face au manque de moyens dans le sport, surtout chez les organisateurs de petites courses? Apparemment, Shafik est bien Ouais, informé du non, sujet. c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, c'est tout le sujet. Ce monde des courses, hein, il y a évidemment des courses qui sont connues. Je parlais tout à l'heure d'un marathon de Paris, par exemple, du label Ironman, qui est une boîte privée qui organise des courses. Donc, il y a des organisateurs de grosses courses. Mais le gros du marché, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle une longue traîne de plein de tout petits événements. En France, c'est 15 000 courses à peu près. Effectivement, c'est du monde associatif, c'est du monde amateur, c'est parfois des fédérations, c'est parfois des écoles, hein, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui organisent aussi des courses. Donc, c'est un secteur qui est pas très riche. Mais donc, nous, on a quand même on a un modèle économique avec eux, c'est que. Donc, c'est une difficulté hein, dans le monde du sport, globalement. C'est que ce qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres pays quand on compare. Hein, on a regardé un peu ce qui se passait pas très loin, au UK par exemple. Il y a des pays où le sport n'est pas du tout financé ou structuré de la même façon qu'en France. La France a même une organisation du sport qui est beaucoup moins développée et du coup, il y a beaucoup moins de moyens dans le sport en France par rapport à nos voisins, même l'Espagne, hein, qui sont des pays, je parle de pays très proches, je ne compare pas avec des pays très lointains. Euh, D'ailleurs, c'était un gros débat, et je fais une petite digression là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant, c'était un gros débat de certains sportifs hein, qui ont fait les Jeux Olympiques. D'ailleurs, on dit, mais sommes-nous vraiment une nation sportive? Moi, je pense que fondamentalement, non. Et ça rejoint la question que posait tout à l'heure un étudiant qui disait, voilà, est-ce que le sport est assez présent à l'école? Je pense que on ne construit quand même pas beaucoup de choses, on s'appuie pas beaucoup sur le sport. Voilà, le sport, c'est encore quelque chose quand on est au collège ou au lycée. Si on sèche le cours de sport, c'est pas très grave. Si on sèche le cours de maths, c'est beaucoup plus problématique dans l'opinion publique. Je pense que ça devrait être aussi problématique de sécher son cours de sport que de sécher son cours de maths. Pour revenir sur la question, euh, c'est une difficulté. Nous, là, pour vous comprendre comment on intervient, nous, on va apporter donc cette audience, ces services, donc la plateforme Miles Republic. Nous, on va prendre une commission sur chaque dossard vendu. Quelque part, les organisateurs de courses, ils sont assez contents de pouvoir utiliser des plateformes comme les nôtres parce que commercialiser tout seuls leurs courses, ils ne savent pas faire en fait. Donc, justement, comme ils ont peu de moyens et ils n'ont pas ces moyens pour faire du marketing, pour commercialiser correctement leurs courses, eh ben, c'est justement à nous, c'est pour ça qu'on a créé Marché Public, c'est justement parce que ce secteur est pas très bien organisé, pas très riche, que nous, on vient amener de la professionnalisation, on vient amener des outils, de la techno, qui vont leur permettre de pouvoir beaucoup mieux opérer leurs courses. Voilà, j'espère avoir bien répondu à la question. Comment vous faites pour démarcher des organisateurs de courses, pour les mettre en contact et leur donner envie d'utiliser vos outils? Ouais, bah c'est bon, c'est des leviers assez classiques. Hein. Il y a une bonne partie, c'est quand même du marketing digital. Donc aujourd'hui, sur Marché Public, déjà, on a toutes les courses de France. Elles sont toutes référencées. C'est un moteur de recherche avec toutes les courses. Donc, quelque part, c'est un peu notre CRM, c'est notre base de données pour pouvoir les toucher. Donc, il y a ça, donc c'est facile de pouvoir identifier les courses, c'est facile de les contacter par du digital. Et après, nous, il y a un gros levier qui est un accélérateur assez fort pour nous. Il y en a deux des leviers. Le premier, c'est qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on appelle les chronométreurs. Les chronométreurs, ce sont ceux qui chronomètrent la course, donc qui viennent avec des tapis, qui mettent au sol. On a souvent une puce hein, sur le dossard ou une puce qui peut être parfois à la cheville. Et c'est avec ça qu'on sait, qu'on connaît votre classement et on a votre temps final. Les chronométreurs, pour nous, sont des revendeurs de courses, des revendeurs de nos techno, en fait, de nos plateformes.
Et donc, des chronométreurs de course, en France, il y en a à peu près 200, un peu plus de 200. Et donc, quelque part, on peut toucher tout le marché avec les 200 km/h de France. Donc ça, c'est un gros accélérateur commercial. Ça évite d'aller discuter avec chaque petit organisateur de course, où là, c'est un vrai chantier et c'est compliqué de pouvoir échanger directement avec eux facilement. Et le deuxième accélérateur qu'on a, c'est que avant Miles Republic, il y avait déjà la possibilité d'acheter un dossard en ligne. Avec l'e-commerce, il y a 15 ans, 20 ans, évidemment, il y a déjà des plateformes qui sont apparues, mais qui ne sont pas des marketplaces au sens où ce pas des plateformes qui vont développer l'audience pour les courses. C'était juste des formulaires en ligne, pour faire simple, avec un paiement derrière. Ces plateformes-là, nous, on est à l'achat sur ces boîtes-là. Donc aujourd'hui, dans notre développement de start-up, ce qui n'est pas courant, on achète des sociétés. Donc on va pouvoir être à l'achat sur ces courses-là, et donc ça nous permet de mettre la main sur leur portefeuille de clients. Donc c'est aussi un gros accélérateur pour pouvoir aller plus vite sur ce marché. Est-ce que vous intervenez dans la recherche des sponsors? Alors oui, très, très intéressant, c'est un vrai sujet. Moi, ce qui m'anime avec Maths République, c'est pouvoir faire en sorte d'amener des revenus supplémentaires aux organisateurs de courses et donc souvent aux sports amateurs qui est derrière, parce que souvent c'est des clubs qui sont derrière. Il y a beaucoup de clubs. Le sujet de la recherche de sponsors, il est assez clé. Et donc, effectivement, l'été dernier, on a lancé une offre qui va permettre à des grandes marques. Alors, il y avait Chloé tout à l'heure qui nous parlait de Decathlon. On travaille notamment avec Keeprun, qui est une marque de Decathlon. C'est la marque de course à pied de Decathlon. Et donc, on permet, par exemple, à Keeprun, c'est un exemple, parce que c'est un de nos clients là-dessus, de pouvoir sponsoriser plein de courses. Si Keeprun aujourd'hui veut aller sponsoriser une grosse course, pour prendre le marathon de Paris, mais ils vont pouvoir facilement prendre leur téléphone, contacter les organisateurs du marathon, ce sont des professionnels, il y a des gens qui savent parler sponsoring, etc. Donc ils auront un écho, évidemment, une oreille attentive. Par contre, c'est compliqué pour un Kipron de pouvoir aller toucher les milliers de courses en France. Et aujourd'hui, Kipron a envie de pouvoir sponsoriser pas une, pas 10, mais plutôt des centaines ou des milliers de courses en France. Et donc, nous, on opère ça pour eux. Donc, à ce moment-là, c'est bien du sponsoring, c'est bien ça peut être la petite course, comme nous on les appelle, la petite course du saucisson, la petite course du coin, qui pourrait être, entre guillemets, by Keeprun, sponsorisée par Keeprun. Et donc, in fine, c'est bien de l'argent de Decathlon, de Keeprun, qui va arriver en sponsoring. Voilà. Et nous, comme on opère le truc, on va prendre une commission là-dessus, parce qu'on va être l'intermédiaire et l'opérateur, on va dire, qui pilote tout ça. Donc oui, on travaille sur ce sujet-là et c'est clé. Euh, la notion de sport amateur dans l'économie, du sport dans le monde entier, hein, on se trouve les mêmes caractéristiques, y compris dans les pays comme les États-Unis, où on peut avoir l'impression des fois que beaucoup de choses sont privatisées. Ben non, il y a des clubs aussi, des petits clubs, des clubs d'athlètes, des clubs de triathlon, des clubs de natation, tout ça, c'est une réalité. Et souvent, je pense, et Chloé après moi pourra peut-être en parler, bah, on accède au sport, y compris au sport de haut niveau, via tous ces clubs-là en général. Et c'est pas par les cours de PS au collège ou au lycée qu'on accède au haut niveau, je crois pas. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir amener des revenus supplémentaires dans toutes ces structures. Et l'événementiel, en tout cas pour certains sports, et ces sports de ça, l'événementiel est un vrai levier pour amener du revenu en plus. Dernière question, Jean-Pierre. De Félix, quel a été votre rapport à l'incertitude ou l'insécurité que peut engendrer l'entrepreneuriat? Ouais, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais plutôt quelqu'un. Je pense que je n'aimais pas trop l'incertitude, et surtout quand on fait des études scientifiques, je pense que l'incertitude, c'est quelque chose qu'on apprend plutôt. Enfin, on nous apprend à démontrer que rien n'est incertain. Enfin, tout est démontrable, et je crois que moi, j'aime bien l'incertitude. Je trouve que c'est très agréable d'avancer en incertitude. Et je le dis comme ça des fois, moi j'ai l'impression que j'ai mis 4 ou 5 ans, mes 4 ou 5 premières années d'entrepreneur, à me décrotter de cette base très scientifique qu'on a en tant qu'ingénieur, qui est utile par ailleurs, hein. Je ne remets pas en cause cette base très rationnelle, mais à décroter et accepter qu'on n'a pas, que beaucoup de choses sont très incertaines dans la vie, et y compris dans la vie, notamment d'entrepreneur, et qu'il faut être ultra agile et qu'il faut savoir saisir les opportunités. Et donc pour moi, c'est plutôt un driver de ma vie, cette incertitude. C'est quelque chose qui, je trouve, ouvre toujours des portes, ouvre le champ des possibles et permet d'imaginer que bah, peut-être dans 3 ans, je ferai quelque chose qui est complètement incertain par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas, et ça me va très très bien en fait. Voilà, c'est ça mon rapport à l'incertitude.
Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter de fait quand on est entrepreneur. Voilà. Mais je pense que quand on travaille dans d'autres univers, il y a aussi l'incertitude, peut-être pas à la même échelle, et tout le monde doit vivre un peu avec cette incertitude. L'incertitude aussi, je pense que ça peut concerner tout le monde, même si on n'est pas entrepreneur. L'incertitude, elle peut être aux frontières d'un pays. C'est la géopolitique, c'est aussi de l'incertitude. Voilà. Donc, je pense qu'on doit faire avec cette incertitude tous. Mon expérience industrielle me permet de dire qu'effectivement, il y a ça aussi, oui. Ouais, Il y a j'imagine. vraiment plus de fragilité au niveau des startups et des petites entreprises, probablement. C'est ça qu'a voulu dire Félix, probablement. Sans doute. Ok, merci beaucoup, Ronan. Pareil Merci, Ronan. que pour Chloé tout à l'heure, n'hésite pas à intervenir à l'occasion du débat qui suivra la présentation Ça de m'a- Chloé. Je devrais, moi, juste vous quitter parce que c'est la vie de l'entrepreneur. Moi, je pitch la boîte donc, à 20 h. Et donc, je vais peut-être devoir quitter un petit peu avant 20 h devant des investisseurs. Ah oui, Voilà, c'est la belle vie de l'entrepreneur. Donc, voilà, je vais peut-être partir en catimini. Voilà, ne soyez pas surpris. Je laisse la main à Chloé. tu es tout excusé et on te remercie encore de ta participation. Chloé, Oui, bah déjà bonsoir à tous. Alors moi, du coup, je vais pas forcément vous parler de mon parcours. Enfin, je peux vous parler de mon parcours dans le sport. Je vais me présenter, il y a pas de souci. Mais mon parcours en tant que sportif de haut niveau n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'ai appris à l'école centrale. La seule chose que ça a à voir, c'est que j'ai commencé le rugby à l'école centrale. Voilà, donc un peu c'est atypique pas comme mal. parcours. Oui, c'est déjà pas mal. Mais donc l'école centrale, ça m'a apporté ça déjà dans ma vie dans ma vie professionnelle jusqu'à présent. Non, pour être sérieuse, voilà, juste rapidement, j'ai intégré l'équipe de Villeneuve qui jouait du coup à l'époque ça s'appelait le top 10, maintenant c'est l'élite 1, mais c'est l'équivalent du top 14 du coup pour les filles. Et ensuite j'ai intégré l'équipe de France du coup en 2011, donc pendant ma dernière année d'école. J'ai eu des professeurs assez gentils pour m'autoriser à pouvoir partir et à m'aider à passer tous mes partiels sans pour autant m'empêcher de partir jouer en équipe de France. Et après, du coup, j'ai continué. Enfin, j'ai d'abord fait l'équipe de France à 15, puis l'équipe de France de rugby à 7. J'ai continué donc avec l'équipe de France de rugby à 7 pendant très longtemps. Je suis revenu un petit peu à 15 de temps en temps, mais principalement, du coup, j'ai participé à 3 Coupes du Monde, du coup, avec l'équipe de France de rugby à 7, une à Moscou en 2013, une à San Francisco, du coup, en 2018, où on a fait vice-champion du monde, et une au Cap en 2022, où on a fait troisième. Une Coupe du Monde avec du coup l'équipe de France de rugby à 15, c'était en Irlande en 2017 où on a fini troisième également. Et du coup 2 Jeux Olympiques à Tokyo où on a fini vice-championne olympique et à Paris où on a fini cinquième parce qu'on a perdu en quart contre le Canada. Voilà. Et du coup là depuis les Jeux, enfin j'ai pris ma retraite du coup de sportif de haut niveau. Et je suis repartie du coup dans le monde dans le monde normal, on va dire. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un emploi à la Société Générale avant la fin de mon contrat. Donc j'avais un CDI avec eux, avec un... C'était un truc un peu particulier où en fait j'avais que un pourcentage de temps de travail, donc je travaillais à 10% pendant que j'étais à temps plein du coup avec la Fédération française de rugby. Et là du coup depuis septembre je reprends petit à petit, d'abord à 25%, maintenant je suis à 50%, et en mars je vais reprendre du coup à 100%. Voilà, en tant que c'est analyste en cybersécurité, mais en gros je fais plutôt de l'OSM, donc de l'Office Security Manager. Je vais faire en sorte de vérifier que tous nos réseaux sont bien conformes au niveau sécurité à toutes les attentes, bon, déjà de nos attentes à nous, plus toutes les attentes réglementaires. Et donc, organiser un peu tout ça, vérifier que tout le monde répond bien à toutes les normes de sécurité. Et s'ils y répondent pas, parce qu'on fait des tests évidemment à chaque fois,
faire en sorte qu'il remédie rapidement au problème. Voilà. Par contre, moi, ce dont je peux vous parler, pas forcément du coup de métier d'ingénieur dans le sport, mais de ce que le sport peut m'apporter, enfin de ce que le sport de haut niveau m'a apporté du coup dans mon métier d'ingénieur à moi. C'est-à-dire que bon, bah, déjà forcément de base pour moi, après c'était un sport d'équipe donc forcément voilà, c'est un travail d'équipe sous pression, réussir à gérer tout ça, réussir à gérer tout ce que, enfin en gros, quand on réfléchit sur un chef de projet, savoir comment gérer son équipe, comment on a la manager, comment on va pouvoir faire face à certains problèmes, réussir à rebondir quand on a des problèmes qui arrivent ou forcément des choses, des grosses déceptions parce que il y a quelque chose où on avait travaillé beaucoup dessus et finalement bah, on va pas forcément s'en servir ou finalement ça va pas aboutir, ce genre de choses. Ça, mon parcours du coup en tant que sportif de haut niveau, m'a appris énormément là-dessus. Parce que c'est un peu ce qu'on faisait au quotidien quand même pendant 10 ans. Donc forcément, je suis devenue un peu plus performante au fur et à mesure. Euh, et donc, ce qui est important également là-dedans, c'est pouvoir réussir à garder un cap. Alors, effectivement, ça peut être compliqué au premier abord, se dire que on peut. Enfin, il y a des moments où on va forcément se dire qu'on ne peut pas y arriver, et c'est normal. Mais il faut réussir quand même dans ces moments-là à reprendre toutes les bases et en fait à partir de choses qui sont très solides et qu'on sait, c'est la base, c'est avec laquelle on est parti dans le projet. C'est ça qui est important à faire dès le départ du projet, c'est-à-dire créer quelque chose sur lequel on va pouvoir se reposer s'il y a quoi que ce soit qui va pas dans le bon sens. Et tout ça, en fait, c'est des choses qu'on a apprises. C'est-à-dire que quand il neige, qu'il fait moins 2 degrés et qu'on n'a pas envie d'aller s'entraîner, eh ben, pourquoi on va s'entraîner? Pourquoi on va faire face à des difficultés quand on est blessé ou ce genre de choses? Pourquoi on essaie de revenir le plus vite possible? Parce qu'on a un objectif en tête, parce qu'on a un rêve, même si au final, mon objectif à moi, c'était d'être championne olympique et on n'a jamais réussi. J'espère que les filles pourront l'être en 2028 à Los Angeles, si le stade n'a pas brûlé ou s'il a réussi à être construit d'ici là. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez important, qui peut arriver dans la vie de tous les jours, pas forcément dans le travail. Et c'est quelque chose que, du coup, le sport de haut niveau m'a, euh, m'a énormément appris. Donc voilà, comment réussir à rebondir, comment réussir à garder le moral et à garder le cap, quoi qu'il arrive. Il y a des choses pires dans la vie que perdre un quart de finale de Jeux Olympiques. Même si sur le moment on n'a pas trop l'impression, c'est ce genre de choses qu'il faut réussir à relativiser et que le sport de haut niveau m'a appris à relativiser aussi. Et, et voilà, et après, moi, ce qui m'intéressait aussi, du coup, pendant toute ma carrière sportive, c'était de garder un pied dans le monde du travail. Nous, quand on a eu nos contrats donc avec la Fédération française de rugby, on était fortement conseillé, on va dire, d'avoir quelque chose à côté. C'est-à-dire qu'en fait, on a basé tous nos contrats sur l'idée d'un double projet. Donc, il y avait beaucoup de filles qui faisaient leurs études et qui continuent à faire leurs études maintenant. On a des filles qui font des études en histoire, en sociologie, en droit, en kiné, tout, un peu tout. Moi, j'ai eu la chance d'avoir fini mes études avant d'avoir un contrat pro, c'était quand même vachement plus pratique. Mais par contre, j'ai toujours voulu garder un pied dans le monde du travail. Donc, moi, j'ai d'abord fait un an en tant qu'ingénieur de recherche au CNRS sur un sujet d'étude, c'était sur de la stéganographie. D'ailleurs, avec le labo de Centrale, qui s'appelait l'AGIS, je crois que ça a changé de nom depuis. Euh, et après, du coup, j'ai trouvé cet emploi à la Société Générale qui me permettait, du coup, de toujours continuer à avoir un vrai travail, on va dire, parce que c'était un vrai travail quand même, sportif de haut niveau. C'est quelque chose
qui est exigeant et qui, du coup, demande de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On prend pas vraiment de vacances quand on est sportif de haut niveau parce qu'on peut pas se permettre de passer des vacances à rien faire. Donc, on a quelques jours plus ou moins off, mais on a toujours dans un coin de notre tête le fait qu'il faut qu'on soit en forme et qu'on revienne en forme à la rentrée, donc pour pouvoir performer. Et c'est quelque chose qui, du coup, a du mal à me quitter parce que depuis que j'ai arrêté, enfin, j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais je continue à m'entraîner quand même parce que je suis passé du côté obscur de la force dans l'arbitrage, du coup, de rugby. Et, euh, et du coup, le sport, moi, il me quitte pas vraiment. J'essaie d'adapter mon emploi du temps de travail du coup à la Société Générale pour être capable du coup de m'entraîner plus ou moins tous les jours, le plus possible. Et donc voilà, si vous avez des questions sur le sport, ce que ça m'a apporté, parce que après le métier d'ingénieur dans le sport, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler, mais si vous voulez que je vous parle du métier de kiné ou de médecin dans le sport, ça je peux le faire, il n'y a vraiment pas de souci. J'en sais un peu plus, mais voilà. J'espère que j'ai répondu à quelques questions, qu'il y a des sujets qui vous ont intéressé, et sinon, je suis à votre écoute. On passe aux questions. Euh, ce que tu viens d'expliquer un peu sur l'apport du sport et on voit clairement les transpositions dans le monde économique, dans le monde de l'entreprise. Tu es amené à la Société Générale de temps en temps à faire des conférences, à témoigner, à intervenir dans des équipes. Alors, j'en ai fait, mais pas à la Société Générale. J'ai fait quelques conférences dans d'autres entreprises pour parler justement de l'importance. Enfin, c'était souvent, en fait, je parle en général à des chefs de projet pour justement développer dans le management, puisque du coup j'ai plus ou moins 10 ans d'expérience dans le management d'équipe, Ben oui. parce que c'est quand même réussir à manager une équipe sous pression, même si j'étais pas du tout capitaine en fait. Quand on fait un sport d'équipe, tout le monde a forcément son importance et tout le monde va avoir des aspects où ils pourront apporter chacun leur pierre à l'édifice. Et donc, en fait, c'était un peu ça que j'essayais d'apporter aux chefs de projet. J'essayais de leur parler, du coup, de plein de choses comme ça. Et ça s'est toujours très bien passé. Ils avaient toujours beaucoup de questions là-dessus. Mais évidemment, c'est quelque chose, oui, qui est très transposable à l'entreprise. Alors, Shafik, bravo pour le parcours. Le fait que la Société Générale soit un grand sponsor du rugby est-il à pouvoir aménager vie professionnelle, vie personnelle, vie sportive de haut niveau? Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis pas arrivé à la Société Générale parce qu'ils étaient sponsors du rugby. Mais c'est vrai que du coup, c'est plus facile à expliquer aux collègues que du coup, je faisais du rugby à haut niveau parce que du coup, forcément, à la Société Générale, ils avaient un peu plus l'esprit rugby. Mais en fait, après, moi, je suis tombé sur des managers très compréhensifs dès le départ. Moi, j'ai un statut particulier aussi parce que le statut de sportif de haut niveau, c'est quelque chose d'officiel, donc c'est l'État qui nous dit qu'on est sportif de haut niveau, donc les entreprises ont plus ou moins l'obligation de nous aider quand même là-dedans. Mais après, en fait, comme je suis cadre, je suis pas payé à l'heure, je suis payé à la mission. Donc en fait, c'est moi qui aménage mes horaires. Par exemple, comme Chloé le disait tout à l'heure, à Decathlon, il y a des pauses de midi à 14 heures pour faire du sport. Bah, moi, c'est un peu pareil. En fait, quand des fois je peux travailler de chez moi, bah, je vais partir à 11 heures, 11h30 et je vais revenir à 13h30. Je vais partir faire ma séance directement et je reviens et il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème avec ça. J'arrive à adapter mon emploi du temps et ils sont assez compréhensifs. Euh, tu as dit tout à l'heure que autant tu voyais l'apport du sport pour l'entreprise et pour le métier d'ingénieur, et que tu le voyais moins dans l'autre sens. Je suis un peu étonné parce que enfin,
les caractéristiques de l'ingénieur, et en particulier la centrale, on insiste beaucoup, la rigueur, l'organisation, la méthode, etc. Il y a vraiment, tu vois aucune transposition là. Alors si, il y en a un petit peu, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est pas ma formation en maths et en physique qui m'a forcément aidé à jouer au rugby. Oui, oui. Par contre, voilà. Par contre, en fait, il faut savoir que après, nous, c'est un peu particulier parce que notre façon de jouer au rugby, et puis le rugby à 7 particulièrement, c'était surtout basé sur l'instinct. Donc, avoir des combinaisons, la rigueur, tout ça, c'était pas trop notre style. C'était plutôt, en fait, on jouait en fonction on faisait que des réagir plus ou moins. On avait évidemment des points de départ, et des bases, mais en fait, on réagissait beaucoup à tout ce qui se faisait sur le terrain, parce que c'est quelque chose. Il y a deux situations ne reviendront, enfin, une situation ne reviendra jamais une deuxième fois. C'est toujours quelque chose d'unique. Par contre, j'ai été capable de pouvoir prédire quelles équipes on allait pouvoir rencontrer. Ça pouvait nous aider aussi, en fonction des points qu'on avait. Mais non, après, évidemment, j'ai les cours de management qu'on peut avoir à l'école, apprendre, oui, la rigueur, par exemple, pour tous les entraînements, être capable du coup de se remettre dedans, c'est quelque chose, oui, qui peut apporter dans le sport. Question d'Adam, et remarque d'Adam d'abord. Impressionnant d'avoir une telle carrière sportive tout en maintenant un emploi. Est-ce courant pour la plupart des joueuses, joueurs olympiques en France et à l'international? Alors, non. Clairement non, mais après c'est particulier. Moi, quand je dis que j'ai eu de la chance, énormément de chance d'avoir mon CDI avec la Société Générale, j'avais un emploi du temps, donc je travaillais 10%. Donc c'est-à-dire que j'avais 21 jours dans l'année. Et déjà, 21 jours, ça vous paraît pas beaucoup à faire, mais déjà, je vous jure, c'était pas évident à caler. En fait, je calais ça quand on revenait de tournois, quand on avait des semaines off. Je calais 3 jours à certains moments. Parce qu'en fait, nous, on partait en tournoi. Il y avait 8 tournois internationaux dans l'année. Et on partait 10-15 jours parce que les tournois, ils étaient à Dubaï, au Cap, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong. Il y en avait à Singapour. Enfin, après, c'était pas toujours au même endroit, mais Los Angeles, Vancouver. Et en général, une étape en Europe. Donc, c'est vrai qu'on partait un petit peu partout. Et non, c'est pas très courant. Il y a quelques filles, il y a une autre fille qui avait un emploi donc dans une grande boîte pharmaceutique, mais la plupart sont assez jeunes et du coup font des études pendant leur carrière. Et ça, par contre, c'est plus compliqué. Mais en fait, les études sont adaptées au lieu de faire, par exemple, leurs études de kiné en 5 ans, elles vont le faire en 7 ans, 8 ans. Et les écoles essaient de s'adapter à cet emploi du temps-là. J'ai noté que tu avais parcouru le monde. Je- Mon petit doigt m'a dit aussi que tu continuais à le faire puisque tu passes tes vacances en Nouvelle-Zélande. Ah, je suis parti. En fait, ça fait plus de 10 ans que j'ai pas pris de vacances, donc du coup, je suis parti un mois et demi, enfin 5 semaines, en vacances en Nouvelle-Zélande pour voyager, visiter la Nouvelle-Zélande et aller voir des amis à moi que je me suis fait sur le circuit mondial, du coup, parce que c'est des joueuses contre qui j'ai joué pendant 10 ans. Voilà, des joueuses néo-zélandaises avec qui je suis devenu ami. La formation, du coup, de Centrale m'a permis aussi de parler anglais, ce qui est Ah, très pratique dans le sport de haut niveau. Voilà. Manon Si. intervient et elle dit avec un sourire, donc merci pour la présentation. Elle a une question sur le côté sportif, c'est là où elle a mis le sourire. Comment garder la motivation et la discipline de l'entraînement lorsqu'on n'a pas d'objectif particulier ou un objectif lointain? C'est mon cas, je fais du triathlon. J'ai du mal à garder une discipline lorsque je n'ai pas une course qui arrive dans un temps assez court et pourtant j'adore m'entraîner, ce qui est assez contradictoire. Alors là, c'est qu'il faut essayer de se mettre des objectifs. Même, enfin, par exemple, moi, l'objectif des Jeux Olympiques, je l'avais en tête à partir de 2012, quand les Jeux Olympiques, enfin, le rugby à 7 a été officialisé comme discipline. Du coup, à la base, c'était les Jeux de Rio. Pendant les Jeux de Rio, donc j'étais dans l'équipe, enfin, j'étais pas dans l'équipe qui est partie aux Jeux. Je suis allé les voir jouer.
Mais par contre, je faisais déjà partie du groupe France. J'ai pas été sélectionné dans l'équipe pour ces jeux-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu compliqué, mais en fait, il faut forcément que ça vienne de toi. Ça peut pas, la motivation, si elle vient de l'extérieur, forcément, il y a un moment où ça va pas suivre. Il faut que ça vienne de toi et que tu te dises, que tu te donnes au moins des petits objectifs. En fait, si on a des petits objectifs juste sur la semaine ou sur le mois, ou je sais pas, comment tu gères tes entraînements à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup plus simple en fait de base. C'est comme quand on fait un énorme projet. En fait, on va pas partir du principe je vais créer mon application tout de suite. Déjà, il faut que je crée le design. Ensuite, il faut que je vois en fait quelle fonctionnalité je veux. Et en fait, il faut découper tout ça. Et donc tout le projet, donc soit les entraînements, soit n'importe quel projet en fait en petits bouts pour à y arriver, enfin, à y arriver. Parce que sinon, si on se met forcément devant une montagne, on va se dire, jamais je vais réussir à la gravir. Alors que si on fait 1 kilomètre par 1 kilomètre, tout de suite, ça paraît beaucoup plus atteignable. Donc voilà, le conseil, c'est de se donner des petits objectifs atteignables dans des petits intervalles, histoire de réussir à toujours les atteindre. Et des fois, on ne les atteint pas et c'est pas grave. Il faut réussir à se dire qu'on les atteindra la prochaine fois. Et je crois qu'il y avait une autre question, c'était Félix qui avait demandé quel impact de la retraite sportive voyez-vous? Enfin, quel impact de votre retraite sportive voyez-vous et anticipez-vous? Alors, il faut savoir que Tu as raison. quand on fait du sport, on va créer beaucoup, surtout du sport de haut niveau, on va créer beaucoup d'endorphines et beaucoup de sérotonine. Et ces deux hormones-là sont les hormones du bonheur, clairement. Et donc, quand on en fait moins, eh ben, on a un manque d'endorphines et de sérotonine, et ce qui fait que cliniquement, on est en dépression. En fait, c'est une dépression. La caractéristique d'une dépression, c'est d'être en manque de sérotonine et d'endorphines. Donc, il faut le savoir. Tous les sportifs de haut niveau passent par là. Moi, ça va, je continue à faire du sport, donc en fait, je diminue petit à petit. Je me sors. Enfin, voilà. On va dire que je passe par une phase de désintoxication au sport. On essaye, même si je veux continuer du coup à garder ça, enfin à faire du sport toute ma vie. Forcément, je vais en faire de moins en moins. Je vais pas revenir à faire 3 entraînements par jour pendant un an. C'est un peu plus compliqué. Et donc, en fait, cet aspect-là, il faut le savoir, il faut l'anticiper. On a accès à à des psychologues si on a besoin. C'est prévu du coup par l'INSEP, par l'État français, par le CIO, donc le Comité international olympique. Chaque participant aux Jeux olympiques a un accès à des psychologues dans sa langue, des psychologues du sport qui sont du coup spécialisés là-dedans pour nous aider à faire la transition si on en ressent le besoin. Et ben, ça fait toujours bizarre. Là, pour les 2 premiers tournois du coup de la saison, j'ai dû les regarder de chez moi, alors que ça faisait 10 ans que je participais à tous les tournois. Enfin, 10 ans, un peu moins, mais quasiment, que je participais à tous les tournois. Donc ça fait un peu bizarre. Mais je soutiens énormément les filles et je suis très contente de voir qu'elles ont des résultats. Et peut-être que si un jour j'arrive à faire de l'arbitrage à haut niveau, je pourrais les rejoindre du coup et reparticiper à ces tournois. Mais voilà, après, revenir à un statut de travail en entreprise derrière un bureau toute la journée, tous les jours, ça va être très, très bizarre. C'est pour ça que j'essaie de faire ça petit à petit. D'abord du 25% de temps de travail, ensuite du 50% et après à temps plein. Et il faudra voir comment ça fonctionne. Mais je pense que je vais garder cette idée-là de continuer à aller m'entraîner dans la journée plutôt que le soir en adaptant juste mes horaires de travail autour de mon sport et pas l'inverse, le sport autour de mes horaires de travail. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais si c'est pas le cas, l'auteur de la question, Félix, Si. interviendra. Les questions arrivent et je sens que Geneviève va nous rappeler le chronomètre, mais on y va.
Quel est le statut d'arbitre de haut niveau quel est le statut d'arbitre de haut niveau? Vas-tu pouvoir bénéficier des mêmes facilités auprès de ton employeur? Alors, le J'ai statut d'arbitre, noté je le que tu connais. avais des grandes ambitions là. Je le connais pas forcément, mais en fait, quand on est sportif de haut niveau, il y a plusieurs statuts. Donc, il y a espoir, jeune et donc élite. Moi, j'étais élite puisque du coup, j'avais participé aux jeux, je préparais les jeux et j'avais été médaillé mondial. Et après, il y a en reconversion. Donc, en fait, je suis toujours sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau. Si j'ai besoin d'aide, mais c'est vrai que la Société Générale ne pose pas de problème à ce niveau-là. Je sais que si par exemple j'arrive un jour à faire de l'arbitrage à haut niveau, donc sur le circuit mondial à 7, qui serait, je dirais, une dizaine de jours par mois de décembre jusqu'à mai, peut-être que je réussirais à du coup passer avec mon employeur à un statut peut-être à 80% ou à 70% et pas le répartir en fait, par semaine ou par mois, mais dans l'année. C'est ce qu'on faisait avec mon 10%. En fait, je le répartissais dans l'année. C'était moi qui gérais mon temps de travail. Parce que normalement, enfin, quand on est arbitre à haut niveau, on est quand même, on n'est pas professionnel, mais on est indemnisé en fonction des déplacements qu'on fait. Donc, quand on part sur des tournois World Series, honnêtement, je n'ai aucune idée de combien ils gagnent, mais je sais qu'ils gagnent un peu d'argent, donc ça pourrait compenser le 70 ou le 80%. Alors, ça Voilà. rejoint une question posée par Saya. Aviez-vous un emploi en parallèle de votre carrière sportive, en partie pour des raisons financières? Je fais référence notamment à la différence de salaire entre les femmes et les hommes dans le rugby. Alors, nous, on avait de la chance parce qu'on était du coup sportif professionnel. Alors, en fait, on était payé par la Fédération française de rugby. Alors, au début, on va pas se mentir, on était à 50% de temps de travail et on était, je crois on a commencé, on était à 1 200 € par mois. Donc là, en effet, il nous fallait un autre emploi à côté parce que on pouvait juste pas tenir dans la région parisienne à 1 200 € par mois. Et du coup, on avait le 50%. Et en fait, au fur et à mesure, on a réussi à négocier du coup avec la Fédé, en négociant également avec, en fait, en tant que joueuse de rugby professionnelle et pas joueuse de rugby à 7 ou joueuse de rugby à 15. Du coup, en fait, on a négocié, on avait les 50 meilleures joueuses de rugby de France. Et on négociait ensemble en disant, voilà, nous, on est prête à, du coup, s'entraîner tous les jours, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut nous rémunérer en conséquence. Donc, on a un peu fait, voilà. J'ai appris le syndicalisme aussi, Wow. du coup, à ce niveau-là. Et l'importance de l'union à ce niveau-là, parce que c'est vrai que si on a les 50 meilleures joueuses de France et qu'on leur dit, bah, du coup, soit vous nous payez correctement pour qu'on puisse vivre de notre sport, soit vous trouvez d'autres joueuses, mais bon, vous prendrez pas les 50 meilleures, donc forcément les résultats seront pas du tout les mêmes. Ça a beaucoup plus d'efficacité au niveau de l'employeur que juste aller parler soit juste moi toute seule avec l'entreprise. Donc nous, on a une négociation générale. On avait des salaires à la fin qui étaient très corrects. C'est-à-dire que là, je gagne moins à la Société Générale que ce que je gagnais avec la FFR. Euh, mais voilà, on sait que c'est des salaires avec lesquels on n'est pas capable de vivre le restant de nos jours. Donc on sait qu'il faut qu'on ait un emploi à côté. Mais l'emploi, il n'était pas pour raison financière. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu continuer à travailler à côté pour pas complètement perdre le lien avec le monde du travail et le monde de l'ingénierie. Parce que je savais que j'aurais du mal plus tard à revenir dedans si j'arrêtais complètement. Et donc, c'est plus pour des raisons personnelles et d'anticipation, je vais dire, que des raisons financières pour lesquelles j'ai gardé un emploi à côté. Et là, les filles, même si on est moins bien payé que les garçons, évidemment, on a quand même un salaire tout à fait correct. Et de toute façon, on va pas se mentir, dans le milieu du sport, on est payé en fonction de l'exposition qu'on a. C'est-à-dire que plus on est vu, plus les gens plus on a des sponsors, plus on va pouvoir faire rendre nos sponsors visibles et donc plus on va pouvoir avoir d'argent. Et le rugby enfin le rugby à 7, déjà de base, il n'est pas extrêmement sponsorisé à part pendant les Jeux Olympiques.
Et là, on a eu la chance d'avoir Antoine Dupont qui, du coup, a ramené énormément de lumière sur le sport. Mais donc déjà, on a des salaires qui sont pas forcément proportionnels à notre exposition, on va dire. Mais Ce ne sont pas des salaires de footballeurs. non, non, non. Mais même les footballeurs n'ont pas des salaires de footballeurs. Quand on y réfléchit vraiment, en fait, il y a qu'une poignée de footballeurs qui gagnent vraiment énormément d'argent par rapport à la masse de footballeurs professionnels. Et même nous à la fin, alors nous, c'est parce qu'en fait, on faisait en fonction de ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on avait nos salaires qui étaient basés sur l'ancienneté, ce qui est pareil dans toutes les boîtes, mais dans le sport de haut niveau, ça n'existe pas. Nous, on a voulu faire ça comme ça parce qu'on est parti du principe que la performance, c'était de rester dans l'équipe et on voulait pas que des gens soient payés au nombre d'essais qu'ils marquent ou ce genre de choses. Et donc, je crois que le salaire le plus bas, il devait être à 2005 et le plus haut à 4002 en Mhm. net, à peu près. Donc, on gagnait suffisamment bien notre vie, même si évidemment, les joueurs de top 14 ils gagnent plus aux alentours de. Après, ça dépend quel joueur, mais ils peuvent gagner entre 5 et 10 000 euros par mois. Ouais. Mais Jean-Pierre, je déjà, on crois est qu'il bien. va falloir s'arrêter. Tout à fait. Juste par rapport à la séquence qu'on vient d'entendre, je pense que le DRH de la Société Générale a intérêt à bien se tenir pour la négociation de salaire. Ouais. Oui, enfin bon, négocier à moi toute seule dans une entreprise où il y a beaucoup plus de salariés, et c'est-à-dire que moi, je j'ai pas le même impact. euh, Enfin, j'ai Oui, pas le même apport au niveau de l'entreprise que j'avais avec l'équipe de France. c'est sûr. Bien, merci. Merci à toi. Merci, Chloé. Merci à tous les trois. Je crois Avec grand plaisir. on a encore eu une session particulièrement intéressante. Elles sont très, très diverses, toutes ces sessions. Ça montre la diversité de métiers d'ingénieur. Donc, encore une fois, en conclusion, le replay de ce soir sera mis à disposition sur le site de l'association. On enverra le lien en direct aux trois intervenants pour que vous puissiez y accéder. On n'a pas défini encore le thème du prochain TAP. On va travailler là-dessus avec Geneviève dans les tout prochains jours. Je vous ai listé juste à titre d'information les différents thèmes qui ont été évoqués par les étudiants. Les métiers artistiques, parce qu'on a quand même un certain nombre d'ingénieurs centraliens qui ont fait carrière dans le domaine artistique. Donc là, c'est aussi atypique, autant que dans les métiers du sport, comme on vient de le dire. Le- la transition environnementale revient dans beaucoup, beaucoup de sujets. On avait coupé en deux le thème qu'on a traité au mois de décembre. On a gardé la moitié parce qu'on avait pas mal d'interlocuteurs. Et donc là, on fera un de ces quatre un focus sur les métiers de l'agriculture et de l'alimentation. On a pas mal d'alumni qui travaillent dans ce domaine. On a également des possibilités dans le domaine de la transition dans les métiers du transport et de l'automobile en particulier. Il y a une demande sur ingénieur et santé, et ce qui correspond d'ailleurs à la création de la nouvelle filière au niveau de l'école centrale qui a démarré cette année. Data science et l'intelligence artificielle, sujet du moment, bien entendu, et là en particulier, un focus particulier sur l'IG2I. Les métiers de la sociologie, tout ce qui concerne le coaching, l'accompagnement, etc. On a aussi quelques alumni qui sont dans ce domaine. De manière globale, l'innovation dans l'industrie et puis les métiers de la finance. Comme chaque année, un certain nombre d'étudiants qui partent dans les métiers financiers. Euh, c'est un sujet. Voilà, donc on vous passera l'information. Merci à vous d'avoir participé. Encore une fois, merci Chloé et Ronan qui a dû nous quitter. On a quelques messages là qui arrivent de remerciements de vos présentations. Voilà, Merci à Si à vous, avec grand plaisir. vous. bonne soirée, merci encore. Bonne soirée, merci pour l'invitation.